Bonjour à tous, je suis Barek et bienvenue sur la tribune de Coruscant pour cette nouvelle vidéo des références sur la mini-série Halcyon Legacy. Cette vidéo sera bien évidemment full spoiler et donc prévue pour ceux qui ont déjà lu les numéros 1 à 5 de Halcyon Legacy. Le présent de l'histoire de ce comic se déroule chronologiquement entre les épisodes 8 et 9 de la saga Skywalker, où l'on suit des voyageurs vivre dans le Halcyon. À travers ces personnages, nous vivons une partie de la grande histoire du vaisseau qui a été construit à l'époque de la Haute République 275 ans plus tôt. Le Halcyon est un croiseur stellaire Corellia MPO 1400 de classe Purrgil qui est utilisé pour des voyages spatiaux par la Chandrila Star Line. La série de comics Halcyon Legacy est accompagnée du logo du Galactic Star Cruiser puisque le Halcyon fait office d'hôtel Star Wars au Galaxy's Edge de Floride et ses comics en sont un dérivé. Cependant, le Galactic Star Cruiser fermera ses portes en septembre. Mais le comic présente évidemment des références à l'hôtel Star Wars avec la mention de la directrice de la croisière, l'humaine Len Kamok, la capitaine du Halcyon, la Pantoran Riola Kivan, déjà mentionnée dans la cantina Doga du Galaxy's Edge avant même l'ouverture du Galactic Star Cruiser, et Ouani, une rhodienne pianiste qui accompagne la chanteuse Twi'lek Gaia au Galactic Star Cruiser. Des attractions dans l'hôtel sont même évoquées comme la capsule d'entraînement au sabre laser que les visiteurs peuvent réellement faire au Galactic Star Cruiser. On retrouve une reconstitution quasiment exacte d'une photo promotionnelle du Galactic Star Cruiser, celle du bar et des jeux. Le bar est toujours en arrière-plan, avec devant une table pour jouer au sabak, une sorte de poker version Star Wars, avec un Ephran, une Tolossienne, un Rhodien et un humain. Les cartes de sabak visibles au premier plan sont d'ailleurs exactement les mêmes que celles vendues dans l'hôtel. Les personnages principaux de l'histoire du présent sont Simina et son grand-père Shor Comrin, des Tolossiens. Cette espèce a été créée pour la menace fantôme avec la Jedi Adigalia. Les deux individus arrivent d'ailleurs à bord du Halcyon via une capsule de lancement comme les voyageurs du Galactic Star Cruiser. On retrouve même à l'intérieur le même environnement. Cette famille croise deux autres passagers humains qui parlent d'un bombardement du Premier Ordre sur la planète Tanuna. Il s'agit d'une planète de glace située dans la bordure médiane où vit l'espèce du même nom. Tanuna et son peuple ont été neutres dans tous les conflits, accueillants pour tous, et ont permis à la résistance de rester brièvement sur la planète peu après la bataille de Krayt, ce qui a conduit le Premier Ordre à détruire leur civilisation, comme montré dans le comic Allégeance, écrit par Ethan Sachs comme Halcyon Legacy. L'antagoniste de cette histoire à l'époque du Premier Ordre est le pirate Jack le Rouge. Il s'agit d'un nouveau personnage pour le canon, mais dans l'univers légende, Jack le Rouge a fait ses débuts dans le 7ème numéro de la série originale de comics Marvel Star Wars en 1977 et fait donc partie des premiers personnages de l'univers étendu. Passons d'un antagoniste à l'autre avec celui de l'attraction du Galactic Star Cruiser. Il s'agit du lieutenant Harman Croy que Jack le Rouge contacte une fois qu'il a capturé l'espion de la Résistance. On retrouve même dans le comic du merchandising vendu dans l'hôtel Star Wars, puisque Shor Comrin, l'espion de la Résistance, n'a pas de code secret sur lui mais une maquette du Halcyon qu'il est donc possible d'acheter réellement. C'est finalement sa petite fille Simina qui termine la mission de la Résistance en livrant les codes sur la planète touristique de Cécide, que Leia Organa visite lors d'une mission en 4 après Yavin dans le roman Cible Mouvante. Cécide provient cependant d'un jeu de rôle de l'univers légende de 1995 nommé Galaxy Guide 12 Aliens, Enemies and Allies. Sur cette planète, Simina rencontre Vai Moradi, une espionne de la Résistance créée pour le roman Phasma et que l'on a retrouvé dans Black Spire puisque le personnage est devenu très important dans l'histoire racontée au Galaxy's Edge. Les visiteurs peuvent d'ailleurs la croiser de manière totalement aléatoire sur Batuu. Le premier flashback se déroule durant la Haute République, 265 ans en arrière, soit pendant la vague 3 de la phase 1 de la Haute République, entre la foire de la République et la chute du flambeau stellaire. L'histoire commence par une séance de méditation entre le Jedi Burryaga Agaburi et son maître Nibasek, alors que le Wookiee a un souvenir encore traumatisant de la grande catastrophe de l'hyperespace survenue 2 ans plus tôt. Dans ce souvenir, on retrouve Burryaga à bord d'un Vector, le modèle des chasseurs Jedi de l'époque. Dans le Halcyon, on croise un étrange et petit personnage. C'est un Danzelan comme Babu Frick dans l'Ascension de Skywalker ou récemment les mécaniciens de Nevarro dans The Mandalorian, qui s'appelle Chuck Drabor et a supervisé la construction de plusieurs croiseurs stellaires MPO 1400 de classe Purrgil, dont le Halcyon, au chantier naval de Sant sur Corellia. Tout ceci bien plus développé dans le roman Horizon funèbre de la Haute République. Le capitaine du Halcyon est Riola Kivan à l'époque du Premier Ordre, mais à l'époque de la Haute République, c'est le Keldor Golponk, de la même espèce que le Jedi Plo Koon que l'on retrouve également dans Horizon funèbre. Le Halcyon se fait alors attaquer par une flotte de Nihil, un groupe de mercenaires qui a combattu la République à travers toute la bordure extérieure.
Cette flotte est dirigée par le maître tempête Zitar et par un orage, un grade haut placé dans la hiérarchie Nil. On le reconnaît par 3 éclairs sur un vaisseau, la tenue de Zitar et son armure mécanique. On retrouve également un nuage marqué par 2 éclairs et un vaisseau foudre marqué lui par un seul éclair. Dans l'atrium du Halcyon se trouve la boussole hyperspatiale, un objet créé par Chuck Drabor et designé comme un joyau inestimable que l'on peut retrouver dans l'hôtel réel du Galactic Star Cruiser. C'est d'ailleurs cet objet qui a inspiré le symbole de la Chandrila Star Line, la compagnie qui s'occupe du Halcyon. Buryaga et Nib finissent par avoir de l'aide de Jedi qui patrouillaient dans le coin à bord de Vector. Ce petit groupe de Jedi qui parvient à vaincre les Nihil est dirigé par Stellangios, un Jedi très important dans les différents événements de la Haute République. Cependant, un Nihil en particulier est envoyé par Zitar dans le poste de pilotage afin de voler les codes de chantier de la société d'affrètement de Chandrila, et ce Nihil est un Cispiasien. Cette espèce serpentine se distinguant par son long corps de serpent et sa barbe épaisse est connue grâce au maître Jedi Oppo-Rancisis dans la menace fantôme. D'ailleurs, le Jedi étant très vieux à l'époque de la crise de Naboo, on le retrouve dans certains événements de la Haute République. Le deuxième flashback se déroule juste avant l'attaque des clones vers 22 avant Yavin, et l'on suit la chasseuse de primes Paliduvan Aurra Sing. Le personnage d'Aurra Sing a été conçu pour la première fois dans un croquis intitulé Babe Fett par Doug Chiang à la demande de George Lucas d'avoir plus de personnages pour compléter la séquence de course de modules dans la menace fantôme. La bande de maquillage sombre sur les yeux d'Aurra Sing est un hommage à un look similaire porté par Daryl Hannah dans le film Blade Runner de 1982 avec l'acteur Harrison Ford. Aurra Sing est devenue si populaire auprès des fans qu'elle a été explorée dans d'autres médias, notamment dans les jeux vidéo Galactic Battlegrounds et Demolition et dans la série The Clone Wars. Avant l'animation de The Clone Wars, plusieurs épisodes inachevés mettant en scène Aurra Sing ont été écrits pour la 6ème saison de la série, dont un dans lequel il était prévu que Sing soit tué. Ce concept est repris en quelque sorte dans l'univers canon puisque sa mort est évoquée par Tobias Beckett dans le film Solo, mais il aurait contredit les apparitions de Sing dans l'univers légende se déroulant pendant la guerre civile galactique et les époques de la Nouvelle République et du Nouvel Ordre Jedi. Dans sa mission, Aurra Sing est accompagnée par Zam Wesell, une Claudite, également chasseuse de primes, que l'on voit mourir dans l'attaque des clones après avoir échoué à un attentat contre la sénatrice Padmé Amidala. La mission qu'effectuent les 2 chasseuses de primes se déroule sur Numidian Prime. Cette planète est le lieu de l'épilogue du film Solo où Han obtient finalement le Faucon Millennium auprès de Lando Calrissian dans une partie de Sabak. La 3ème histoire se déroule peu de temps après pendant la guerre des clones. Le Halcyon appartient toujours aux Hutt et ils ont même ramené un Rancor enchaîné dans l'atrium du vaisseau. Le druide D309 rappelle à un de ces Hutt que de la nourriture fraîche se trouve dans la salle à manger Corellia, qui est bien évidemment un lieu existant du Galactic Star Cruiser et qui sert de salle de restaurant à l'hôtel. Dans ce flashback, nous suivons donc le Jedi Anakin Skywalker et la sénatrice Padmé Amidala en mission sous couverture, afin d'espionner le sénateur de l'Anik Zast Trivak, qui est suspecté de traiter avec la République, mais aussi avec les séparatistes. Trivak est donc un Lanik, une espèce de la menace fantôme avec le Jedi Even Pill. Anakin et Padmé décident de passer du bon temps et de s'entraîner au combat au corps à corps en étant retenus par un champ de force. C'est exactement le même système que Cara Cynthia Dune sur Sorgan avant de partir sur Nevarro avec Din Djarin dans The Mandalorian. Padmé trouve ensuite dans un couloir un cochon globe en liberté, une espèce capable de gonfler lorsqu'elle est stressée et qui vient de la série animée Rebels. Le couple termine son moment de tranquillité dans le simulateur de climat qui permet aux invités de s'acclimater aux conditions météorologiques des ports d'escale du vaisseau, y compris Batuu pour le Galactic Star Cruiser puisque c'est le lieu du Galaxy's Edge. À un moment, Anakin évoque le thé de Batuu Bucha, une boisson de Batuu que l'on peut consommer au Galaxy's Edge directement. Cependant, le moment de bonheur du Jedi et de la sénatrice est interrompu par l'arrivée de l'assassin Sith Asajj Ventress à bord de son chasseur de classe Guinevex. Ce chasseur est visible dans la série The Clone Wars, mais vient de la série Légende Clone Wars. Comme le design d'Asajj Ventress provient d'un concept art inutilisé réalisé pour l'attaque des clones, qui représentait une guerrière rappelant les samouraïs japonais, le directeur artistique de Clone Wars, Paul Rudish, s'est inspiré de cette nation pour le chasseur de Ventress. Rudish a basé la forme distinctive du vaisseau sur le sensu, un type d'éventail pliant japonais. D'ailleurs, Halcyon Legacy crée une légère incohérence à cause du cockpit du vaisseau, qui reprend ici le design rouge de Clone Wars, qui est donc légende, alors que dans The Clone Wars, le cockpit du Guinevex est transparent. Ce flashback se déroule d'ailleurs très probablement proche de l'apparition du Guinevex dans The Clone Wars pendant la bataille de Sullust par la tenue que porte Asajj Ventress, très différente du début de la série mais qu'elle porte au moment de la trahison de son maître Dooku.
La quatrième histoire se déroule sous l'ère impériale. On suit le général impérial Cardan qui est un grand collectionneur de butins de guerre, la parfaite occasion de cacher plein de détails. On peut ainsi remarquer un Calicori, un objet familial Twi'lek issu d'un clan antique sur Ryloth d'après D309. Ce n'est pas confirmé, mais ce Calicori ressemble en tout point à celui de la famille Syndulla, que l'on retrouve notamment dans la série Rebels. Il y a la plus ancienne collection connue des 4 sages de Duarty, dont on voit une statue. Les 4 sages de Duarty, Sistros Nevet, Brata Danlos, Fayar Rodemos et Yanjon Zelmar, étaient un groupe de philosophes et de législateurs controversés des premiers jours de la République galactique moderne qui ont eu une grande influence sur sa constitution initiale. À l'époque où les Sith dominaient la galaxie, un certain nombre de statues représentant les 4 sages ont été fabriquées, dont cette collection. Mais le chancelier suprême Sheev Palpatine conservait aussi des statues des 4 sages, enduites de bronzium, dans son bureau et ses appartements sur Coruscant. La statue de Sistros Nevet, dont on retrouve le design dans le trésor de Cardan, était un eurarium et contenait un compartiment caché où Palpatine dissimulait ses sabres laser. Le vice-chancelier Masameda avait également une statue de Sistros au sommet de son bâton de président. En 34 après Yavin, on peut d'ailleurs retrouver des statues des 4 sages de Duarty dans le magasin d'antiquités de Dok Ondar, au Galaxy's Edge. Cardan possède également un vase rare de la dynastie Kittelfard, pouvant atteindre 250 000 crédits lors d'une vente aux enchères à l'époque impériale, selon le livre de référence Smuggler's Guide. Entre 13 et 10 avant Yavin, l'Aube écarlate acquit une caisse de vases portant des empreintes dans le style de la dynastie Kittelfard lors d'un raid sur un entrepôt appartenant au syndicat criminel de Latradzi. Kira a été chargée de cataloguer les nouvelles acquisitions du syndicat et a déterminé que les vases étaient des contrefaçons. Elle a également noté dans le guide du contrebandier de Maskanata que les vases étaient accompagnés d'une tablette portant la marque des vers blancs de Corellia. Kira en conclut que les vases étaient le signe que les vers blancs de Proxima faisaient des affaires avec le syndicat Radzi, en violation avec leurs accords avec l'Aube écarlate, et recommanda des représailles rapides et sans pitié pour cette déloyauté. Le général a dans sa collection un coffre taillé dans un arbre Vrochir de Kashyyyk de plusieurs milliers d'années. Les arbres Vrochir sont des arbres gigantesques que l'on aperçoit notamment pendant la bataille de Kashyyyk dans La Revanche des Sith. Et ce coffret en particulier n'est pas anodin puisque Maskanata dit l'avoir récupéré lorsqu'elle était jeune et elle rangea plus tard le sabre des Skywalker jusqu'à ce que Rey l'ouvre dans le réveil de la Force. Alors qu'il n'est pas cité par D309 qui raconte l'histoire, on remarque un objet particulièrement intriguant qui ressemble au masque entreposé à la boutique de Dok Ondar dans l'avant-poste de Black Spire au Galaxy's Edge. Le masque est censé être maudit et avoir appartenu à un homme qui avait gagné un pouvoir et en influence. Selon la légende, le porteur du masque a été tué par son allié et a été possédé par Dok Ondar. L'ambassadeur Slowkin acheta le masque malgré les avertissements de Dok Ondar et reçut des visions des exploits du porteur original lorsqu'il mit le masque. Slowkin utilisa les tactiques du porteur du masque pour acquérir son propre pouvoir avant d'être tué par son propre allié. Le masque fut rendu à Dok Ondar qui le plaça à nouveau dans son magasin. Le masque reçoit souvent 2 explications différentes de la part des employés du Galaxy's Edge, certains le désignant comme un masque d'Acolyte Sith, d'autres comme le masque de Dark Momin, bien qu'il ne lui ressemble pas du tout. La nouvelle Buyer Beware du livre Dark Legends n'apporte aucune réponse claire sur le masque, si ce n'est qu'il est très ancien et qu'il détient un pouvoir obscur. Cependant, ce casque reprend le design des guerriers Sith de l'univers légende, visible notamment dans le trailer Espoir du jeu vidéo The Old Republic. Un autre objet précieux est le principal de l'histoire, les joyaux de la couronne d'Alderaan. Dans la nouvelle You Owe Me a Ride de From a Certain Point of View, les sœurs Brea et Seni Tonika s'introduisent dans le palais royal d'Alderaan pour voler les joyaux, mais leur tentative échoua, les obligeant à se cacher dans une benne à ordures pendant 2 nuits. Mais dans le jeu de rôle Starship and Speeders, nous apprenons que des éléments du joyau de la couronne ont survécu à la destruction d'Alderaan, enfermés de manière inaccessible à bord du yacht de classe Naur, le Memory. À un moment donné, le Memory devait s'amarrer à Pantora pour une nuit, accueillant un bal de charité exclusif pour la diaspora alderaanienne. Mais ce fut à nouveau l'occasion pour les bijoux d'être volés. Mais ces bijoux sont bien plus vieux puisque dans le numéro 48 de la première série de comics Star Wars publiée en 1981, Leia utilisa les bijoux comme garantie pour financer un nouvel escadron de chasseurs X-Wing T-65 et les a conservés dans un coffre à la banque d'Argo. Dark Vador engagea la guilde des assassins pour éliminer le vicomte Tardy afin de détourner l'attention de Leia pendant que le Seigneur Sith atteignait son véritable objectif, à savoir voler les joyaux de la couronne.
Cardan est aussi un grand mangeur, comme il est très bien illustré, et on retrouve dans son assiette des wraps de Ronto. Ce plat est trouvable évidemment au Galaxy's Edge, et vous pouvez vous-même vous en préparer, puisque sa recette est présente dans le livre de cuisine canon The Official Black Spire Outpost Cookbook. Le Ronto est lui une créature que l'on retrouve sur Tatooine dans l'édition spéciale de 1997 d'Un Nouvel Espoir. Il a été conçu par l'artiste Ty Ruben Ellington, qui l'a modelé d'après des éléphants, des rhinocéros et des dinosaures. Pour le film, Industrial Light and Magic a modifié le modèle du Brachiosaure de Jurassic Park pour créer le Ronto. Cette histoire tourne autour de 3 contrebandiers bien connus. On a d'abord Maskanata, la célèbre pirate de Takodana, Hondo Onaka, le pirate de Florum présent sur Batuu au Galaxy's Edge, et Landonis Balthazar Kelrician, le futur administrateur de la Cité des Nuages sur Bespin. Ce qui est assez ironique sur Lando, c'est qu'il porte une des tenues du personnage du film Solo, dans lequel il est interprété par Donald Glover, mais avec le visage de l'acteur qui le joue dans la trilogie originale, Billy Dee Williams. Dans sa fuite à bord du Halcyon, Hondo Onaka passe par la salle d'ingénierie, qui est encore une fois un des lieux d'activité du Galactic Star Cruiser. Enfin, la dernière histoire se déroule quelques années après le retour de Jedi, et on y suit le couple de Stolak Vandello et Ertes, qui sont des Balozars, une espèce encore une fois de l'attaque des clones, avec le vendeur de bâtons de la mort qui est parti réfléchir à son avenir, Elan Sel Sabagno. Un événement galactique assez rare se déroule à ce moment, appelé comète Frôle-Soleil. Il s'agit tout simplement d'une comète qui rentre en collision avec une étoile et y est désintégrée. Ici, c'est dans l'étoile Daka que la comète vient finir ses jours, qui dans l'univers légende est l'étoile principale du système Calamari, qui accueille notamment la planète Mon Cala. La nomination de Daka vient de la planète Dak, qui est en fait le nom de Mon Cala dans beaucoup d'œuvres légendes. Dave Filoni, le scénariste et réalisateur de The Clone Wars, a expliqué que Mon Cala est nommé ainsi dans la série parce que George Lucas pensait que Mon Calamari devait faire référence au peuple et non à la planète. Filoni expliquait que cela serait en contradiction avec l'univers légende, mais les scénaristes ont suivi la décision de Lucas. Filoni a également expliqué qu'à l'origine, la ville de Mon Cala devait s'appeler Dak City, mais que cette référence a été supprimée du scénario. Un holo-flash spécial passe soudainement dans le Halcyon, indiquant que la sénatrice Organa demande aux anciens sympathisants impériaux de rejoindre la Nouvelle République, et Ertes évoque le fait que Leia aurait passé sa lune de miel dans le yacht. C'est en effet une réalité qui est montrée dans le roman The Princess and the Scoundrel, pas encore sorti en français, où Leia Organa et Han Solo passent un temps dans le Halcyon. Toujours dans le vaisseau, Stolak dit aller chercher un Muja Twist, une boisson présente au bar du Halcyon et que l'on peut réellement boire au Galactic Star Cruiser. En faisant semblant d'aller chercher sa boisson, Stolak se fait attaquer par le chasseur de primes Trandoshan Boskwasa Kradosk, apparu dans l'Empire contre-attaque. Ce dernier insulte alors le balozar de jeunes Anuba. Les Anuba sont des carnivores du désert qui vivent dans les territoires de la bordure extérieure comme Tatooine. Ils sont apparus pour la première fois dans The Clone Wars sur Lola Sayu et on en retrouve un nommé Marok qui accompagne le chasseur de primes Embo. Une tête d'Anuba empaillée est aussi accrochée au mur de la boutique de Dokondar sur Batuu, au Galaxy's Edge. L'Anuba était un concept qui vient de La Menace Fantôme par l'artiste Terrill Whitelatch, qui a envisagé l'Anuba comme une créature possible sur Tatooine. En réponse à Bossk, Stolak dit qu'un Anuba déterminé peut vaincre un Ronto qui fait 10 fois sa taille. Cela peut faire référence à une illustration du livre de référence légende Le Bestiaire, où une meute d'Anuba dévore un Ronto. Cependant, Bossk n'est pas venu seul pour s'occuper du Balozar, Quatre-L'Homme est également là, un autre chasseur de primes de l'Empire contre-attaque. Et si Quatre-L'Homme est présent, Zuckuss n'est jamais loin, accompagné de Tanga et Wuro, la première étant une chasseuse de primes que l'on suit actuellement dans la série régulière Bounty Hunters, et le second étant un acolyte, membre d'un gang avec l'humaine Kendo Voss et le claudite Remex Yo, que l'on a découvert dans la mini-série Galaxy's Edge, puis dans Allégeance. De plus, dans Bounty Hunters, Tonga est en couple avec Losha Tarkon, qu'elle contacte ici par com. Et il se trouve que toutes ces séries de comics, Halcyon Legacy, Galaxy's Edge, Allégeance et Bounty Hunters, sont écrites par la même personne, Ethan Sachs. Tous ces chasseurs de primes ont été engagés par le Soleil Noir, un des syndicats de crime les plus influents de la galaxie, qui a même fait partie du collectif des ombres de Dark Maul pendant la guerre des clones. En complément de cette vidéo, je vous invite à voir ou revoir la rediffusion de notre live Twitch d'hier soir sur Halcyon Legacy qui est disponible sur notre chaîne secondaire. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un like, à la partager, à vous abonner en activant les notifications si vous ne voulez pas rater les vidéos de la Tribune de Coruscant. Pour être au courant de l'actualité Star Wars au quotidien, suivez-nous sur Facebook, Instagram et Twitter. Et tous les dimanches, nous débriefons de l'actualité sur Twitch lors de notre émission Là-bas dans les étoiles. A bientôt et que la force soit avec vous.